Eh bien les amis, si vous êtes à table, bon appétit. Il est l'heure de recevoir notre grand invité. Il est avec nous sur le plateau. Bonjour Charles Marinakis. Bonjour Sylvain. Vous êtes le président de Century 21 France. On va parler aujourd'hui de la tendance immobilière avec des chiffres tout neufs de Century 21. Vous êtes très écouté hein, lorsque vous publiez vos résultats. Les ventes repartent, les prix se redressent. Mais que se passe-t-il exactement sur le marché, Charles ? Oh ben que des bonnes choses. On a suffisamment souffert entre la fin du deuxième trimestre 2022 et le quatrième trimestre 2024. Vous savez, nous avons subi de plein fouet l'augmentation brutale des taux qui elle-même faisait suite à l'augmentation brutale de l'inflation, qui a totalement freiné le marché pendant 2 ans. Où je rappelle quand même que la volumétrie des transactions a baissé de 32% en 2 ans, ce qui est énorme pour un marché comme le nôtre. Et puis depuis la fin, le dernier trimestre 2024, eh bien, d'une part, les agents immobiliers ont bien travaillé et ont pu faire un gros travail sur la révision des prix à la baisse, avec aussi la bonne compréhension des Français de la nécessité pour celles et ceux qui voulaient vendre d'ajuster leurs prix. Et puis surtout, une baisse des taux qui reste pour nous le levier majeur de ce marché-là. Les taux étant revenus à des proportions raisonnables. Du coup, ça a redonné du pouvoir d'achat immobilier aux Français, ce qui explique la dynamisation du marché. Voilà, donc depuis, allez, on va dire le dernier trimestre 2024, tout va bien mieux et on a même retrouvé une espèce de situation d'équilibre que pour ma part je trouve assez saine, avec des taux qui sont plus à 1% ou à 1,2 mais qui sont à 3,2, ce qui reste malgré tout tout à fait normal, et puis des prix qui ont quand même baissé significativement en 18 à 24 mois et dans certaines régions avec des baisses à 2 chiffres. Vous voyez, c'est une vraie baisse des prix. Une conjugaison finalement d'une maîtrise de l'inflation, d'une baisse des taux, d'un plateau des taux d'intérêt et d'une relance. Charles Marinakis, malgré le contexte politique et économique incertain, on le voit hein, avec les rebondissements des précédents gouvernements, on lit que le marché immobilier retrouve des couleurs. Concrètement, les Français sont toujours aussi fans de projets immobiliers. C'est toujours le besoin français. Mais ils ont toujours été fans, les Français. C'est juste que parfois, ils sont empêchés, que la macroéconomie les empêche de mettre à dessein leurs projets, si vous voulez. Mais ils ont toujours été fans. Tous les sondages qui sont faits depuis 20 ans disent que 85% des Français veulent être propriétaires de leur résidence principale. Quand ils ne le font pas, c'est qu'ils ne le peuvent pas. Soit ils ont pas. Pour être très clair, indépendamment de certaines personnes du gouvernement qui pourraient penser le contraire, les Français aiment l'accession à la propriété. Mais bien sûr, ils adorent l'accession à la propriété. Et puis, c'est le bon sens. Hein. C'est une conversation qu'on avait dans les couloirs. Finalement, avoir un toit sur sa tête de manière pérenne, notamment pour les périodes de retraite, etc., pour garantir la sécurité, puis un environnement de vie aussi à sa famille et à ses enfants. Finalement, est-ce que c'est pas un objectif qui est louable? Évidemment que si. Voilà. Alors, y a-t-il des oubliés Il y a que des hommes politiques pour penser le contraire. vous avez raison de le dire. Non, mais c'est la vérité. D'ailleurs, on ne sait plus vraiment à quel sens se vouer. Est-ce que tout le monde est concerné par cette reprise? Je pense notamment aux jeunes, vous savez, qui veulent devenir propriétaires en primo-accession. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, Charles, des dispositifs qui fonctionnent vraiment pour la primo-accession? Et vous l'avez toujours dit, la primo-accession, c'est le tracteur du marché. Les primo-accession, c'est ceux qui achètent pour la première fois. Voilà, c'est ceux qui voilà, absolument. L'explication dans le texte by Bérénice de Villefloriot. C'est ça. Les primo-accédants sont ceux qui achètent pour la première fois. Alors en fait, il y a un dispositif qui fonctionne bien, qui est le prêt à taux zéro. Voilà, il faut être lucide, ça donne un vrai coup de main à celles et ceux qui n'ont pas suffisamment d'apport personnel. En fait, si vous voulez, ça permet, quand ils arrivent à obtenir une quotité d'emprunt à 0%, bien, typiquement, ça baisse, si vous voulez, leur charge d'emprunt et donc ça leur permet d'accéder à cette fameuse propriété. Donc, c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'avec les prix qui restent malgré tout relativement élevés dans l'immobilier, des taux aux alentours de 3 à 3,5%, ce soit totalement confiscatoire pour ces gens qui veulent acheter pour la première fois. Mais il y a quand même des accompagnements dont je vous dis ce prêt à taux zéro qui favorise l'accès à la propriété. Ça marche bien. Oui, ça marche bien. Voilà, vous êtes un tracteur dans le marché. Entre ça, le prêt à taux zéro et ma prime rénov', ça marche bien. Bien sûr. Alors justement, parlons argent. Les prix s'envolent ou pas, vraiment? Non. Ou est-ce qu'on a vraiment un côté très hétéroclite dans les territoires français? Alors il y a toujours eu, vous savez, moi je défends le principe des marchés de l'immobilier, pas un marché de l'immobilier. Absolument. J'ai toujours défendu cette posture-là. Donc évidemment, il y a des disparités qui sont des disparités importantes d'un secteur géographique en France à l'autre. Mais si je prends, parce qu'il faut bien donner une moyenne nationale, depuis le début de l'année, vous voyez, les prix n'ont augmenté que de 1,6%. Ça reste une augmentation, donc on s'en serait passé. Mais ça reste malgré tout à fait digeste. Vous avez toujours dit, il y a un effet mécanique entre la baisse des taux et la reprise du marché. Ouais. Vous l'avez toujours dit, il y a un corollaire. Alors, on voit, il y a un plateau, c'est vraiment léger pour l'instant avec la baisse, même s'il n'y a pas de petites économies. Est-ce que vous craignez une remontée plus importante à cause du contexte économique et politique incertain? Est-ce que ça entraînerait, selon vous,
une rupture encore du marché. Est-ce que vous pouvez également nous rappeler justement cette idée que vous avez très précisément sur l'impact des taux? Je pense bien sûr au déclassement de la France par l'agence Fitch qui pourrait engager peut-être une hausse des taux d'intérêt ou pas, selon vous? Alors moi j'ai un indicateur, Sylvain, qui n'est pas celui-là. Lequel? Je sais que tout le monde regarde le niveau de cotation de la France et ses capacités d'emprunt. Tout le monde surveille l'OAT à 10 ans. Bah oui. Moi, je surveille l'inflation. Mon pire ennemi, le mistigris des sociétés modernes en termes de macroéconomie, c'est l'inflation. C'est ça qui fait remonter les taux. Exactement. Et donc, si vous observez ce qui s'est passé en 2022, tout allait bien. Inflation parfaitement bien maîtrisée à 0,70. On n'avait d'ailleurs jamais eu une inflation aussi basse depuis des années et des années. Tout d'un coup, il y a les conditions d'accès à l'énergie s'enflamment, que ce soit le pétrole ou l'uranium ou d'autres énergies, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Et puis tout d'un coup, vous vous souvenez, les fameux boulangers dont les coûts de l'électricité étaient augmentés de 30%, parce que comme on a fermé des centrales nucléaires, finalement, au lieu d'être exportateur d'énergie, on redevient importateur d'énergie, donc on fait monter le coût de l'énergie, etc. Et donc on se retrouve tout d'un coup avec une inflation, alors que ça faisait des années que plus personne n'en parlait. Hop, l'inflation, ça repart. Et là, c'est la catastrophe, parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? La Banque Centrale Européenne ajuste les taux au fur et à mesure que l'inflation augmente. Voilà. Merci Charles. Restez avec nous, s'il vous plaît, sur le plateau. Justement, dans la deuxième partie, on continuera à vous poser des questions. Vous êtes à table. Bon appétit. On se retrouve dans quelques instants. Basile, votre application de recherche immobilière, présente... Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, rebonjour les amis, voilà, où que vous soyez sur le territoire, vous êtes à table, on vous souhaite un bon appétit. Parlons Immo, c'est votre émission qui parle de votre logement et d'immobilier. Il est avec nous toujours sur le plateau pour cette seconde partie d'entretien. Charles Marinakis, merci d'être avec nous. Avec grand plaisir. Le patron de Century 21. Ceux qui ont déserté le marché, Charles, et qui ont renoncé à tout achat d'appartements ou de maisons, ce sont les investisseurs. On dit qu'ils ont fui l'investissement locatif. On en parle souvent d'ailleurs avec Bérénice, dans le but notamment effectivement de le placer en location, ce qui est logique. Pourquoi ils sont partis là? Ça devient plus attractif l'investissement immobilier? C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde, je crois, a fait tout ce qu'il a pu pour que ces investisseurs s'en aillent. Il faut juste rappeler un concept très simple en 2 mots. Derrière chaque locataire sur le parc locatif privé, il y a un propriétaire bailleur. Voilà. Donc soit on le diabolise, soit on comprend qu'il est d'une utilité absolue pour la société française et notamment toutes celles et ceux qui ont besoin de se loger. Auquel cas, il faut avoir un prisme différent. Aujourd'hui, tous les dispositifs, si vous voulez, qui ont été mis en place, l'ont été à la charge du propriétaire bailleur. Donc, forcément, ça fait reculer un certain nombre de gens qui ne veulent plus faire ce type d'investissement parce qu'ils ont la contrainte de mise en conformité énergétique, parce que vous l'avez vu, c'est dans la presse d'hier et d'aujourd'hui, les taxes foncières ont explosé, parce que il faut faire des travaux dans les plans pluriannuels de copropriété, parce que d'abord les taux d'emprunt ne sont plus à 1% mais à 3%. Voilà, donc il y a plein d'indicateurs convergents mais qui sont tous négatifs. Après, moi ce que je dis quand même quand on est investisseur, l'investissement, c'est sur du long terme. Si vous voulez faire du spéculatif, allez mettre votre argent dans le 4,40. Si vous voulez faire de la plus-value à moyen et long terme, vous venez dans l'immobilier. Et si on veut être tout à fait honnête, il faut prendre dans ce cas-là la plus-value à terme et la rajouter au rendement direct que vous avez eu. Voilà. Donc ça reste intéressant. Contrairement à ce que peuvent déclarer certains grands patrons d'immobilier, l'investissement dans l'immobilier, ça reste quelque chose de très intéressant. Concrètement, vous qui êtes sur le terrain tous les jours, on a des agents immobiliers, c'est Century 21, qui discutent avec les Français au quotidien de leurs projets. Qu'est-ce qui les bloque? Trop d'impôts, trop de normes? Alors, les normes, pour les investisseurs, oui, les normes sont compliquées, trop d'impôts, avec certitude aussi. Et puis, ne nous voilons pas la face, l'incertitude sur le recouvrement des loyers, c'est un vrai sujet. Faut pas, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens sortent du parc locatif privé, le mettent soit en saisonnier, soit en location meublée professionnelle ou non professionnelle, et voire sur certains marchés comme le marché parisien, demandent à avoir un bail civil pour échapper à la réglementation, si vous voulez, des logements. Parce que quand vous avez un locataire qui paye pas son loyer, vous savez tous que c'est extrêmement difficile de le déloger de là. Donc là, votre actif, il est paralysé. Et ça, c'est antinomique avec la notion d'investisseur. Voilà, ça c'est un vrai sujet. Alors il y a toujours la possibilité de prendre une garantie des loyers impayés, ce qui se pratique de plus en plus. De plus en plus. Mais ça a un coût. Alors justement, pour vous, cette disparition des investisseurs devient une conséquence sociétale avec un fort impact social. Expliquez-nous justement. Vous dites en substance que finalement, sans les investisseurs privés, on a un équilibre relatif sur le plan social au niveau du logement. C'est ça que vous voulez dire ? Oui, je dis ça parce que si vous voulez, globalement,
rares sont les gens qui passent directement par l'acquisition. On transite tous à un moment donné de notre vie par une phase de location. Donc on a besoin d'avoir un marché locatif qui soit disponible. Or, ce qui se passe aujourd'hui, il y a la contraction de plusieurs phénomènes. D'abord, les logements neufs, il s'en fait plus ou quasiment plus. Or, je rappelle que 50% des logements neufs étaient à destination du parc locatif privé. Donc ce parc, il est mécaniquement asséché. Les Français qui n'ont plus les moyens de quitter leur location parce qu'ils n'ont pas la possibilité d'acheter restent dans leur logement. Et puis les investisseurs qui étaient attirés par l'attractivité des plus-values immobilières, eh bien ils y viennent plus parce qu'ils se disent si je suis pas payé de mon loyer, etc. Donc c'est toutes les sources d'approvisionnement du parc locatif privé ont été taries. Ça veut dire qu'on ne peut plus mettre des logements à disposition des Français. Or moi je dis, si je suis le gouvernement, quelle est l'attitude la plus sociétale ou la plus civique ? De mettre son argent au CAC 40 et d'attendre gentiment dans son fauteuil en regardant la télé que la plus-value fasse son effet sans que j'ai rien à faire, ou investir dans un studio que je vais mettre à disposition des étudiants qui ont besoin d'aller faire des études ou d'un jeune couple qui s'installe. D'après vous, quelle est l'attitude qu'il faut favoriser ? Eh oui, c'est que du bon sens. Et je rajoute une chose qu'on oublie de dire, c'est que l'investissement locatif, c'est le seul investissement pour lequel on peut emprunter à la banque. On ne peut pas faire ça pour investir sur les marchés financiers. Exactement, sur le marché financier. Charles Marinakis, il nous reste moins d'une minute. J'aimerais que vous nous donniez votre avis sur cette question cruciale du rapport qui avait été fait par le député Cosson et le sénateur Daubresse pour le statut du bailleur privé. C'est quoi, à votre avis ? Bon, pas terrible ? Rapport excellent, si j'en crois par le contenu d'excellent. Peut-être un peu trop généreux, si on se dit un peu les choses. Je pense qu'il n'aurait jamais été adopté en l'état. Ce qui est important, Sylvain, c'est que tous les professionnels crient, d'accord, depuis des années maintenant, réclame un statut du bailleur privé avec des compensations, d'accord. Moi, je veux bien de la décence énergétique, je veux bien de la décence locative, je veux bien des loyers plafonnés, je veux bien tout ce qu'on veut, mais il faut garantir aux gens qui investissent dans la pierre un statut du bailleur privé, ce que tout le monde réclame. Et je regrette que de nouveau, dans le projet de loi, dans le budget 2026, malheureusement, ce statut ne figure pas au programme. Vous savez quoi, mon cher Charles, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Charles Marinakis, merci d'être venu sur le plateau. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, puisqu'on a une grande question à vous poser. Je rappelle que vous êtes le président de Century 21. Prenez soin de vous comme prenez soin de votre maison. C'est notre chronique Maison Saine dans quelques instants.